Nous sommes en direct, ça y est. Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire RSE Dev de rentrée. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce rendez-vous qui est presque devenu un rituel entre nous, puisque on fait ça à chaque début de semestre pour donner un peu des infos, des actualités en toute transparence sur nos avancées sur le domaine de la responsabilité sociétale entreprise pour pour les clients B2B et Orange Business Services. Donc pour vous parler, je suis Thomas Tressac, je travaille à la com RSE et entreprise d'Orange France. Et pour vous parler aujourd'hui de ce sujet RSE qui est passionnant, j'ai l'honneur de vous présenter nos experts qui sont parmi nous. Donc Emmanuel, je vais te présenter. Bonjour à tout le monde, Emmanuel Temkin, je suis directrice RSE Innovation pour DEF, la direction Entreprise France. Donc c'est tout le B2B en France, sauf les très grands clients. Et Jérôme. Bonjour, Jérôme Goulard, je suis directeur développement durable pour Orange Business, sur la France et les autres pays où Orange Business est présent, donc sur l'ensemble du périmètre. Donc, alors vous nous voyez, mais nous on ne vous voit pas. Donc, toutes les réactions elles sont sur le chat que vous voyez à votre droite et vous pouvez nous poser vos questions. Nous les prendrons au fil de l'eau avec nos experts. Également, n'hésitez pas à nous faire bonjour et nous dire si le son et l'image sont bons parce que parfois on a des surprises. Voilà. Et c'est parti pour 1 heure ensemble et nous aurons des séances de questions-réponses. Voilà. Alors, pour démarrer, ça vous a pas échappé? Ah oui. Alors, du coup, on a quelqu'un qui nous envoie un message. Hello Dominique, tout est OK. On entend bien Cécile. Merci Valérie. Nickel. Bah, écoutez, on peut y aller. On préfère prévenir que guérir. Voilà. Alors, il vous a pas échappé. Vous voyez, on a pas mal de orange. Ça ressemble un peu avec l'Arc de Triomphe du jour de gloire est arrivé. Donc, il vous a pas échappé que Orange était le partenaire premium des Jeux Olympiques cet été et qu'on a des Jeux Olympiques et Paralympiques, excusez-moi, et Orange était vraiment le fournisseur unique de technologie et le savoir-faire a été reconnu pour une excellence de ses prouesses techniques. Et surtout, ça a été un succès technologique et humain parce qu'on a eu de l'engagement avec des collaborateurs qui ont fait aussi, qui ont été moi-même et Emmanuel et d'autres personnes ont été volontaires et engagés sur les sites. Donc ça a été quand même un événement assez exceptionnel et en tant que fournisseur officiel unique de connectivité, Orange a connecté 120 sites olympiques et paralympiques, assurant une couverture réseau exceptionnelle pour 4 milliards de téléspectateurs et 15 millions de spectateurs sur place. Alors c'est vrai qu'on a vu aussi France Télévisions, mais derrière France Télévisions, sur toute la connectivité derrière, la sécurité des réseaux et tout, en temps réel, la synchronisation, c'était Orange. Et surtout, on a fait un déploiement d'une architecture réseau incluant la fibre, le Wi-Fi et le hashtag et le 5G, permettant de diffuser des images en temps réel, aussi bien pour les cérémonies que les épreuves. Et une première en France et dans l'histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'était un engagement d'Orange qu'on est en train de tenir. C'est l'aspect durabilité de faire des Jeux olympiques et paralympiques, aussi bien au niveau des infrastructures, des équipements, quelque chose de non pas d'éphémère, mais de pérenne et avec des jeux responsables. Donc c'est une première et la prouesse a été vraiment reconnue. Orange a limité ses émissions à moins de 10 000 tonnes de CO2 équivalent, avec 70% de déploiement pérenne et 75% des équipements réemployés. Donc ça veut dire que on peut aussi sur les grands événements sportifs être à la fois performant, mais également être sur un standard d'excellence pour les futurs événements sportifs mondiaux. Et Orange se positionne d'ailleurs sur les Jeux olympiques d'hiver de 2030. Et les clients 4G ont bénéficié de la 5G sans coût supplémentaire. Donc ça a assuré une expérience optimale pour nos clients et pour nos collaborateurs. Alors, du coup, je vous l'ai dit, un des jeux responsables avec Orange, l'utilisation du fret maritime et de fournisseurs locaux, évitant l'émission de 4000 tonnes de CO2. 25% des équipements seront loués, 75% seront utilisés après les jeux, et 50% de nos câbles seront réemployés grâce à de nouveaux processus de démontage avec tous nos partenaires. Ça se fait dans le cadre du Scope 3, Jérôme, avec nos partenaires Cisco et autres. Je ne sais pas, Jérôme, tu veux rajouter quelque chose sur cet aspect, cette prouesse Orange Business de nos équipes et de notre dynamique RSE, quoi.
En fait, on a déjà respecté les recommandations globales du comité olympique, hein, puisqu'ils avaient donné des attentes extrêmement précises, hein, sur tous les enjeux RSE, notamment tout ce qui est autour de l'empreinte carbone. Et donc, on a, comme les autres fournisseurs des JO partenaires, on a pris des engagements de empreinte carbone globale très limitée, et reprise complète de tous les équipements, soit réutilisation, soit de voir comment les recycler si c'est nécessaire. Et donc, tout a été fait selon les recommandations du comité olympique. Oui, merci Jérôme. En plus, ce ne s'est pas arrêté aux Jeux olympiques parce que effectivement, c'était un événement très important, mais il y a aussi la place des Jeux paralympiques qui a été une grosse vitrine vraiment d'inclusion sociale et sociétale et qui tient vraiment à cœur d'Orange depuis 20 ans. On travaille sur le domaine du handicap pour améliorer, changer le regard. Et du coup, il y a eu toute une campagne de pub, des 8000 places offertes à des clients pour aller voir les Jeux paralympiques. Et je dois dire qu'avec le succès des médailles et tout, et les performances, ça a été formidable. Je vais juste vous partager un petit film pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Alors, si j'y arrive, 2 petites secondes. Alors, la technique. Alors, oui. Alors, c'est un film qui a été réalisé avec Publicis, que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, et qui prouve bien notre engagement, et je vous laisse le... La finale du 1500 mètres olympique. C'est la finale du 1500 mètres T13 malvoyant. C'est parti. Et c'est parti. Personne pour l'avantage. C'est très serré. Balka se détache. C'est la dernière ligne droite. Encore un effort. Balka. C'est l'heure pour Satorit. Oui, ben voilà, on s'embrasse. C'est historique. Voilà, donc très beau film, hein, je vous laisse réagir. Effectivement, et ce film, effectivement, a eu un gros succès. Et puis également, pour celles et ceux qui ont participé aux Jeux paralympiques en tribune ou dans l'organisation volontaire, c'était vraiment une ferveur génial, aussi ouais. bien que les Jeux olympiques. Donc, et du coup, toi, je crois qu'en plus, tu t'es engagé, tu as eu Emmanuel comme certains collaborateurs, je crois que vous étiez 1200, tu as couru le marathon pour tous. Marathon pour tous. Alors, les 10 chemise. km, hein, pas les 42. Il y en avait beaucoup qui faisaient les 42 km aussi. C'était génial, avec une ambiance super. Donc, effectivement, il y avait 20 024 pour faire 2024. Hein, donc, 20 024 sur les 42 km et 20 024 sur les 10 km. Il y a une ambiance de folie. Ce qui était génial, c'est qu'il y avait énormément de monde tout le long du parcours. Qui encourageaient, qui tendaient la main pour qu'on tape dans la main. Donc, en fait, on n'a pas vu le temps ou l'effort passer. Donc, c'était des super souvenirs. Et j'ai eu la chance aussi de gagner des places pour les Paralympiques, pour le tennis fauteuil en double, où les Français n'ont pas eu la médaille de bronze, mais c'était presque. C'est les Espagnols et c'était une ambiance géniale. Je ne sais pas si vous avez déjà vu du tennis fauteuil, mais en double. C'est en fait toutes les balles jouent puisqu'il y a deux rebonds. Donc en fait, il y a beaucoup plus d'action que sur un match de tennis qui serait pas en fauteuil. Et donc c'est absolument fabuleux. Moi, j'ai découvert de nouveaux sports à cette occasion. Enfin, là où on a eu la médaille d'or, je ne connaissais pas ils appellent ça la boccia ou la pétanque. Voilà, je ne connaissais pas du tout. Donc, voilà, j'étais agréablement surpris. On a des petites questions dans le chat qu'on peut prendre avant de passer à Jérôme. Je ne sais pas si Jérôme et Emmanuel voulaient répondre. Bonjour, bonjour Bernard.
alors c'est une question de Bernard, comment ont été calculées les 4000 tonnes de CO2 évitées? Alors, je viens de répondre sur le chat. En fait, on a fait modéliser l'empreinte carbone des services qui ont été fournis par un cabinet expert dans ces domaines-là, de façon, comme je le disais tout à l'heure, à pouvoir aussi donner ces éléments lors des interactions avec le comité olympique, puisque ça faisait partie des exigences des appels d'offres qu'ils ont émis sur les différents sujets. Merci Jérôme. Une autre question de Thomas. 50% des câbles sont réemployés, les autres sont jetés, point d'interrogation. Alors, à ma connaissance, tous les câbles sont évidemment récupérés et peut-être qu'ils ne sont pas tous réemployés. Dans ce cas-là, ils seront recyclés si on ne peut pas les réemployer. Je pense que le 50%, c'est le fait qu'il y en a certains qui ne pourront pas être réemployés tels quels, donc ils seront plutôt dans une filière de recyclage. Alors que les autres sont directement… Les autres, voilà, et les équipements, c'est pareil. On a d'ailleurs des accords même avec certains de nos clients où on va redéployer des équipements qui ont été installés pour les JO, qu'on va redéployer pour des clients entreprises. Donc, tout a été prévu pour que ce soit sans héritage en déchets, ce qui est le cas pour tous les prestataires. Hein. Et puis j'ai cru comprendre pareil pour les piscines, les infrastructures sportives qui vont rester après les Jeux et qui vont être ouverts aux citoyens. Donc voilà, en tout cas, une prouesse technologique et sociale. On a vécu quand même une belle session olympique et j'espère que ça perdurera dans 4 ans. Ils vont où déjà? À Los Angeles, ouais. Los Angeles dans 4 ans et qu'on sera aussi présent. Du coup, Jérôme, alors ça c'était le marathon pour tous, on passe, et Jérôme, je crois que tu as une belle, après les JO, tu as une belle proposition de valeur sustainability qui d'ailleurs est illustrée par tout ce qu'on met en œuvre, et je te laisse la parole. Merci. Effectivement, on intègre le sujet de développement durable, sustainability, dans l'ensemble de notre proposition de valeur. Là, ce qu'on présente, c'est les 4 principaux domaines de notre proposition de valeur, tout ce qui est autour de la infrastructure numérique, donc qui inclut notamment tout ce qui est connectivité, cloud, cybersécurité. C'est facile à retenir, c'est les 3 C. On a aussi tout un ensemble de solutions qui permettent d'améliorer l'espace de travail des collaborateurs dans les entreprises, donc tout ce qui est collaboratif, gestion des communications mobiles et fixe des collaborateurs. Une autre partie des propositions de valeur stratégiques prioritaires, c'est ce qui est autour de l'expérience client, donc toutes les solutions d'interaction avec nos clients. Et puis le dernier, c'est sur l'expérience opérationnelle, c'est-à-dire principalement dans tous les domaines industriels, ce qu'on peut proposer sur les campus industriels, donc les réseaux 5G privatifs, des solutions de IoT et de LAN spécialisées pour les secteurs et les sites industriels. Donc toutes les solutions qu'on peut avoir sur ces sujets-là pour améliorer les processus industriels. Donc ça, ce sont les 4 propositions de valeur. Et en transverse, ce qui est mis au-dessus dans le schéma, on a 3 sujets qui finalement infusent et interagissent avec ces propositions de valeur. Il y a le sujet sustainability que je vais développer juste après. Il y a aussi le sujet data et intelligence artificielle qu'on retrouve dans toutes les solutions, dans tous les use cases avec nos clients. Et puis, ce qu'on appelle le trust, donc la confiance, tout ce qui est autour de la souveraineté, de la sécurité et de toutes les normes qui sont en train de se faire et certificats sur les solutions, notamment sur le cloud, par exemple. Être sûr de où on met nos données, comment elles sont gérées, à quel endroit géographiquement, avec quelle capacité de confiance dans le fait qu'elles sont totalement sécurisées et accessibles. Alors, tu peux mettre la suite. Alors, je crois que je peux le faire aussi, mais je ne sais plus comment. Voilà. Quand on parle d'enjeux sustainability, le sujet est très vaste. Comme je l'ai dit, ça se retrouve dans la plupart de nos solutions. Ça répond aussi à plusieurs attentes, plusieurs besoins. Et là, on l'a formulé sous un angle risque. Alors,
très souvent, quand on parle de risque, on parle aussi d'opportunité. Hein. Donc, comment on aborde les sujets RH, ben, c'est notamment une forte attente des salariés. Là, on a mis des jeunes diplômés, mais ce que je dis souvent, c'est qu'il ne faut pas non plus caricaturer les différences générationnelles. Il y a des gens qui s'intéressent au sujet dans tous les domaines, mais c'est vrai qu'on voit des personnes qui disent aujourd'hui, ben moi j'ai plutôt envie de contribuer à quelque chose de concret où je vois ce que je vais pouvoir apporter et j'ai besoin de connaître les engagements, les actions de l'entreprise dans laquelle je vais travailler. Sur les aspects activité, business, chiffre d'affaires, on sait qu'il y a des attentes, qu'il y a des exigences qui sont de plus en plus précises, hein, notamment nous, on le voit dans les appels d'offres qu'on reçoit de nos clients. Il y a maintenant systématiquement quasiment une partie RSE qui n'est plus, comme c'était il y a quelques années, une annexe, une clause RSE qu'on mettait en complément, mais vraiment sur le cœur même de ce qu'on propose. Qu'est-ce qu'on est capable de démontrer aujourd'hui, quels sont les plans de progrès et comment on va piloter ce sujet dans l'exécution du contrat. Donc, y répondre correctement, ça veut dire qu'on pourra être retenu, voire différenciant. Ne pas y répondre, ça veut dire qu'on peut perdre des affaires et donc avoir des risques sur l'activité commerciale. Investissement, pour mener tous les plans de décarbonation, il y a des choses qui peuvent se faire assez facilement. Il y en a d'autres qui demandent de mettre en place des nouveaux processus, des nouvelles façons de travailler, des nouveaux business models. Et donc, il y a besoin d'investissements importants. Il y a des évaluations qui sont faites sur ces risques-là. En fait, c'est comment je finance mon plan de transition. Donc, un plan de transition, ça correspond à un plan de réduction, comment je réduis mon empreinte carbone, et un plan d'adaptation, c'est-à-dire comment je vais pouvoir continuer à assurer mes services, même dans un changement climatique, dans des nouvelles configurations qui peuvent arriver, parce qu'il y aura des sites qui seront peut-être pas accessibles ou qui seront en danger parce qu'il y aura de la chaleur, parce qu'il y aura des inondations, parce qu'il y aura d'autres éléments climatiques, et voir comment on peut adapter aussi certaines solutions dans ces domaines-là. Donc, ça veut dire de pouvoir investir en fonction des risques identifiés. Et puis, le dernier qu'on a mis, c'est la partie justement réglementation qui se renforce énormément sur ces domaines. En France, on avait déjà des lois qui existaient sur ces sujets, avec obligation de produire un bilan carbone, par exemple, ou la gestion du devoir de vigilance sur l'ensemble des risques liés à l'environnement, liés à la santé-sécurité notamment. Maintenant, on a en complément, au niveau européen, ce qui s'appelle la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, donc qui s'applique à tous les pays européens et dont les modalités de mise en œuvre en France ont été définies et vont s'appliquer dès 2025 sur les données 2024. Ça veut dire qu'on y travaille aujourd'hui pour pouvoir communiquer sur la façon dont on pilote ces sujets. Donc, cette directive, elle définit un grand nombre d'enjeux RSE. Elle définit ce qu'on appelle des data points, c'est-à-dire comment on peut piloter ce sujet et après communiquer sur les résultats, les améliorations. Et elle démarre par ce qu'on appelle une matrice de double matérialité. Ça veut dire quels sont les sujets importants en fonction de chaque activité d'entreprise. Tout le monde ne va pas prendre les data points de mémoire, il y en a plus de 1000, donc c'est vraiment extrêmement précis. Toutes les entreprises ne sont pas sur la même activité, avec les mêmes risques, les mêmes impacts. Donc, il y a un premier exercice qui est la matrice de double matérialité. Quel est l'impact financier, quel est l'impact extra-financier, donc justement environnement, social, sociétal de mon activité. Et avec ça, on priorise les sujets qui sont particulièrement pertinents pour notre activité. Et là-dessus, on met en place tous les dispositifs de mesure et d'action, plan d'action. Donc, il y a une partie quantitative, il y a une partie qualitative aussi qui est demandée dans cette directive. Et chez Orange, on y travaille depuis maintenant plus d'1 an. On a commencé à faire des exercices même de reporting à blanc, voir ce que ça donnerait avec les données qu'on a aujourd'hui. Et donc, on sera prêt en 2025 pour communiquer largement là-dessus.
Alors, les attentes, elles sont aussi dans différents domaines plus directement liés à l'activité de nos clients. Hausse des revenus, des parts de marché, en ayant un avantage concurrentiel, en intégrant ces sujets de sustainability dans les modèles. La marque également, de développer la satisfaction, la perception des clients. La résilience, c'est ce que je mentionnais juste avant dans le plan d'adaptation, c'est de regarder quels seraient les risques, qu'est-ce qui peut arriver dans le futur et comment je m'y prépare. C'est aussi une réduction des coûts quand on parle, par exemple, d'efficacité énergétique. On réduit l'énergie, donc on réduit le carbone, mais on réduit aussi les coûts associés. Donc, de regarder comment piloter le sujet énergie dans les entreprises, c'est très important. On a des solutions là-dessus chez Orange Business qu'on applique d'ailleurs à nous-mêmes sur nos data centers, notamment. Et puis, le risque des réglementations, ça, j'en ai parlé juste avant. Et à droite, vous avez des exemples justement de solutions ou de démarches chez Orange Business qui répondent à ces enjeux. Donc, des démarches d'accompagnement. Il y a notamment nos équipes de consulting qui ont déjà eu plusieurs projets de cadrage et d'organisation globale de ces sujets avec nos clients. Également, voir comment on optimise nos infrastructures de cloud, comment on met en place de l'éco-conception des applicatifs, mais aussi des produits et services. On a aujourd'hui une quinzaine d'offres qui sont dans une démarche d'éco-conception de façon à pouvoir réduire, notamment sur le sujet carbone, même si dans l'éco-conception, il n'y a pas que le carbone, il peut y avoir aussi tous les domaines de ce qu'on appelle l'ESG, environnement, social, gouvernance, qui s'appliquent dans l'éco-design. L'économie circulaire qu'on intègre dans nos réseaux managés avec les équipements qu'on collecte et qu'on réutilise, mais aussi dans les flottes de mobiles où on peut proposer des mobiles reconditionnés. Et là aussi, on collecte les flottes en fin de vie pour pouvoir les réutiliser ou les recycler. Et puis, ce sujet sustainability, finalement, comme beaucoup de sujets dans les entreprises, ça va être très lié à la façon dont je peux mesurer, piloter, visualiser, définir des scénarios. Donc, j'ai besoin de data, voire d'intelligence artificielle pour pouvoir analyser cette data. Et là, on commence à avoir des premiers projets avec des clients sur l'organisation de la data en lien avec tous ces domaines, c'est-à-dire identifier les sources d'informations, après arriver à définir un référentiel de data pour piloter ça, comment je vais le visualiser de façon opérationnelle pour mener les actions d'amélioration et comment je vais intégrer toutes ces informations dans des logiciels, soit de reporting, soit de pilotage des sujets empreintes carbone, notamment des entreprises. Tout le monde sait que quand on a des outils comme ça, ce n'est pas toujours du plug and play de prendre les datas et de les intégrer. Donc, il faut les préparer, les mettre en forme et après les injecter. Et donc, on commence à avoir des projets chez nos clients sur ces sujets-là. Et là encore, on le met en place nous-mêmes puisqu'on est en train de construire le référentiel data sustainability d'Orange Business en identifiant toutes les sources d'informations, en voyant les outils associés pour pouvoir les donner à disposition des différentes équipes chez nous, de nos clients, et intégrer aussi les données venant de nos fournisseurs, puisqu'il y a une grosse partie qui dépend de ce qu'on appelle le scope 3, scope indirect, l'utilisation par nos clients de nos solutions, et tout ce qu'il a fallu à nos fournisseurs pour nous proposer leurs solutions. Donc, on veut intégrer toutes ces datas progressivement dans l'ensemble de la chaîne de valeur. On peut passer au suivant. Oui. Alors, attends. Est-ce que tu m'entends là? Oui, c'est bon. Jérôme? Oui. 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 On n'a pas de questions dans le chat, donc question pour Jérôme, n'hésitez pas, hein, soyez pas timide. Moi, j'en ai une, Jérôme, tu parlais de data, mais il y a aussi l'intégration progressive maintenant de l'IA, mais l'IA responsable, en fait. Comment on travaille sur ces sujets-là côté Orange Business? Ouais, sur l'IA, il y a plusieurs aspects quand on parle d'IA responsable. Il y a déjà tous les aspects éthiques et fiabilité des données. L'intelligence artificielle, elle se base sur des informations qu'on lui fournit et après, elle en déduit des recommandations, des analyses, des plans d'action éventuels. Si on ne s'assure pas de la fiabilité des données qu'on met en amont,
forcément les résultats ne vont pas être bons. Ce qu'on donne souvent comme exemple, hein, c'est des dispositifs qui ont pu avoir lieu dans le passé. Je pense que maintenant c'est corrigé, mais sur des recrutements où en entrée on donnait en gros les personnes qui avaient déjà le poste, et il pouvait y avoir des cas où finalement le profil idéal c'était un homme entre 30 et 35 ans, de formation supérieure, avec vraiment des caractéristiques qui étaient extrêmement limitées parce que justement on n'avait pas suffisamment intégré de données en amont. Donc, et dans l'éthique, il y a aussi sur quel sujet je vais appliquer ces mécanismes d'intelligence artificielle. Il y a notamment une question qui se passe sur tout ce qui est la reconnaissance faciale. Il y a des services aujourd'hui qui, d'ailleurs ça a été utilisé dans les JO, qui, à partir de données vidéo par exemple, peuvent identifier s'il y a des comportements anormaux, si on identifie des situations à risque. Mais dans ces cas-là, il faut s'assurer qu'on gère correctement la donnée, qu'on respecte la data privacy, etc. Donc, il y a tout un ensemble de mécanismes et de contrôles qu'il faut qu'on ait quand on utilise ces sujets. Et puis, le dernier sujet qui est sur l'IA, et encore plus dans l'IA générative, c'est quelle est l'empreinte carbone de ces solutions et comment je choisis la bonne solution en fonction du besoin. Il n'y a pas forcément besoin d'aller mettre de l'IA générative pour tous les cas d'usage qui peuvent être identifiés pour tous les besoins. Et on a démarré au sein d'Orange identifier toutes les méthodologies de calcul d'impact carbone de l'IA générative qui commencent à arriver. Il n'y a pas encore toutes les informations. Il y a beaucoup de providers d'ailleurs qui ne communiquent pas encore là-dessus, soit parce qu'ils n'ont pas l'info, soit parce que pour l'instant ils ne veulent pas la donner. Mais on sait qu'il y a quand même un enjeu important. On a vu récemment des gros acteurs du numérique qui ont créé énormément de nouveaux data centers avec des GPU plus importantes, avec beaucoup de capacités pour répondre aux besoins d'intelligence artificielle. Ce qui a eu comme conséquence qu'il y en a plusieurs qui se sont retrouvés ce qu'on appelle décomités par le SBTI. SBTI, c'est l'organisme international qui valide les engagements des entreprises vers des réductions de carbone ou à long terme vers du net zéro. Il y a plusieurs grands acteurs du numérique qui ont été décomités depuis quelques mois parce qu'ils n'arrivaient pas à donner les informations, les plans d'action qui sont nécessaires quand on a cette certification. Pour Orange, par contre, on a récemment reconfirmé l'ensemble de nos engagements, y compris le net zéro à 2040, avec le SBTI, ce qui veut dire que pour l'instant, on donne toutes les informations nécessaires. Et si je reviens au sujet de l'IA, il y a aussi des modèles qui commencent à arriver qui s'appellent l'IA frugale. Ça, notamment en juillet, il y a l'AFNOR et un organisme gouvernemental qui ont diffusé des recommandations d'usage et de mise en œuvre de l'IA frugale, des travaux auxquels on a participé, et on est en train de regarder comment on intégrera ça dans nos solutions en interne et pour nos clients. Voilà pour l'IA. Une petite question, petite remarque de Jérôme qui nous dit « Microsoft a augmenté ses émissions de 30% à cause de ses investissements pour l'IA ». C'était l'exemple que je ne voulais pas citer de nom, mais oui, c'est ça. Il y a eu Microsoft, il y a eu Google, il y a eu Amazon qui ont été décomités. Oui. Et d'autres grands groupes, hein, d'ailleurs, il n'y a pas que les acteurs du numérique. Parce que le dispositif SBTI évolue régulièrement, redonne des recommandations ou des attentes, et du coup, il faut arriver à chaque fois à fournir toutes les informations. D'affirmer qu'on veut être net zéro, ce n'est pas seulement une décision de l'entreprise, il faut le faire valider et prouver qu'on a suffisamment d'actions et de mise en œuvre pour pouvoir y arriver. Ce n'est pas uniquement une intention. Alors, ce slide est un peu chargé, je ne vais pas forcément tout détailler. C'est pour donner une visibilité sur nos sujets prioritaires au sein d'Orange Business. On les classe en 3 grands domaines. Tout ce qui est autour du portefeuille de solutions liées à la durabilité. Il y a nos opérations. Comment est-ce qu'on met en œuvre les bons principes et les évolutions des modèles opérationnels. Et puis le dernier, c'est le travail vers les programmes qui vont nous permettre d'arriver vers le net zéro. Donc, si je prends les portefeuilles, on a travaillé au premier semestre, et on continue bien sûr encore, à modéliser
notre portefeuille de solutions. Donc, à gauche, là, vous avez les ambitions sur l'ensemble de l'année 2024. Donc, travailler sur la modélisation, l'éco-conception, la décarbonation. Tout à l'heure, on en parlait, je crois, de ce qu'on fait avec nos fournisseurs. Quand on sait que le scope 3 pèse 98% de notre empreinte carbone, évidemment, il faut qu'on travaille particulièrement avec tous nos partenaires et fournisseurs. On a signé un accord, notamment avec Cisco, pour travailler sur ces sujets ensemble. Et on commence à avoir les premiers résultats dans les différents livrables qui ont été définis. Sur la mesure de l'empreinte carbone, on a un programme qui s'appelle Calypso, calcul d'impact des produits et services, où on a sorti en juillet un calculateur multidomaine qui permet de faire une estimation de l'empreinte carbone en fonction des grands domaines de solutions. Donc, c'est plus précis qu'une intensité carbone moyenne de l'ensemble de l'entreprise. C'est moins précis qu'une analyse de cycle de vie complète avec tous les flux physiques, mais ça permet de donner déjà une bonne visibilité sur notre portefeuille et pour un client de voir où se situent les principales composantes de l'empreinte carbone de ce qu'on leur fournit. Sur l'éco-conception, donc, on a une dizaine d'offres qui sont aujourd'hui en démarche, qui sont lancées. Sur les opérations et en lien aussi avec nos fournisseurs, on a lancé depuis le début de l'année des revues Sustainability avec nos fournisseurs, donc des revues dédiées pour revoir tous les sujets, empreinte carbone globale, information par produit et service, plan de progrès, et comment est-ce qu'on peut modéliser l'évolution de l'empreinte carbone dans les années qui viennent en fonction de ce qui est fait par nos fournisseurs. On travaille aussi beaucoup sur la collecte d'équipements, aussi bien les smartphones que les routeurs de nos solutions de réseau managé. Donc, à droite, vous avez quelques premiers résultats du premier semestre. Et puis, sur la modélisation complète, on travaille sur la modélisation à 2030 et les leviers de décarbonation, donc d'arriver à formaliser un plan de décarbonation avec les principaux leviers. Et on a aussi commencé à intégrer des critères ESG dans notre gouvernance et nos principales instances de décision, notamment les comités d'investissement, mais aussi des revues business, des jalons marketing et des jalons commerciaux quand on a certaines offres qui sont proposées à nos clients. Ça, c'est ce qu'on a fait au S1 et on continue au S2 avec une interface qu'on appelle MCO2 qu'on va faire évoluer en intégrant justement les nouvelles offres et les nouvelles modalités de calcul d'estimation carbone. Sur l'éco-conception, on continue sur les services, mais aussi sur l'éco-conception logicielle. On a lancé un programme assez important d'éco-conception logicielle de tout notre IT. Et donc, on regarde évidemment la mise en œuvre de ce sujet. On va aussi mettre à jour la proposition de valeur RSE pour nos clients. Tout à l'heure, je vous ai montré quelques éléments qui construisent cette proposition de valeur, les enjeux principaux, comment on y répond. On va mettre à jour avec les dernières informations qu'on a sur les sujets de cloud, d'intelligence artificielle dont je parlais tout à l'heure, avec nos partenaires tels que Cisco. En fait, c'est de dire, si je suis client, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir ce portefeuille de durabilité? Qu'est-ce que je peux en attendre et comment je peux bien m'intégrer dans le dispositif? Et donc, on continue à travailler avec nos principaux fournisseurs. Donc, les plans de progrès, j'en ai déjà parlé sur les parties opérations. On teste aussi des nouveaux dispositifs de collecte parce que aujourd'hui, on est presque à 80%, 70%, 80%. Ce qui veut dire que ce qui manque, c'est souvent ce qui est le plus complexe. Donc, on est en train de tester des nouveaux modèles de collecte avec des nouveaux partenaires pour être encore plus efficace. Et sur la partie réseau data center, on continue à travailler sur l'efficacité énergétique en déployant notamment des sondes sur les équipements qui nous permettent d'avoir une information plus fine. Et on travaille également sur la convergence de plusieurs réseaux, aussi bien en France qu'à l'international. On avait des réseaux différenciés en fonction des usages. Là, on travaille à avoir un nouveau modèle de réseau plus performant et qui unifie et simplifie, réduit l'ensemble de l'infrastructure réseau qu'on utilise. Et pour terminer, donc, sur les programmes vers le net zéro, on va regarder comment on outille encore plus avec des données
la modélisation carbone de nos activités, de nos produits et services, j'en parlais juste avant. On est en train de travailler sur notre plan stratégique 2030 et on a prévu d'avoir des trajectoires carbone intégrées dans ce plan stratégique et aussi ce qu'on appelle les dilemmes, c'est-à-dire finalement, est-ce qu'il y a des activités qui peuvent mettre à risque notre trajectoire carbone? Et là, l'exemple dont j'ai déjà parlé, c'était l'IA générative. Qu'est-ce qu'on identifie comme trajectoire possible? Est-ce que ça peut nous mettre à risque et comment est-ce qu'on gère ce risque? Mais il y a aussi la croissance du cloud, la croissance de la cybersécurité, de commencer dès maintenant à regarder si ça peut avoir un impact sur nos trajectoires carbone globales. Définir un plan de transition, donc je crois que j'en parlais déjà tout à l'heure, avec une partie réduction, une partie adaptation sur l'ensemble de nos activités. Et pour intégrer les critères ESG dans nos instances de décision, on met à disposition des méthodes d'estimation du carbone adaptées aux différents comités, instances de décision, permettant de donner quelques éléments chiffrés quand on veut prendre une décision là-dessus. Alors, je crois que je vois des nouvelles questions là, non? Il me semble qu'il y a des... J'en ai pas vu là à ce stade. Non, c'est peut-être des anciennes alors, parce que je voyais... Ouais. Allez-y, n'hésitez pas, hein, voilà, on est un peu dans le temps, et puis... Alors, je sais pas, Emmanuel, si tu nous entends, tu nous vois, parce que nous, on ne te voit plus. Oui, s'il y a une question, c'est sur l'éco-conception logicielle, en fait. Qu'est-ce que ça signifie que l'éco-conception logicielle? C'est l'éco-conception des développements applicatifs et des sites web et sites mobiles. On a développé une expertise là-dessus dans nos équipes Digital Service France qui sont capables de mettre en œuvre des recommandations d'éco-conception sur le développement applicatif qui permet après de mesurer la performance carbone des applicatifs, notamment sur des sites web. On peut faire des tests et on a un éco-score qui sort de A à G pour dire à quel point le site est performant ou pas. Et d'ailleurs, on a obtenu là, au mois de juillet la labellisation numérique responsable de l'INR, qui est l'Institut du numérique responsable en France, qui permet justement de montrer qu'on met en place dans l'ensemble de nos activités ces dispositifs de numérique responsable, notamment sur l'éco-conception. Aujourd'hui, la labellisation, elle est sur notre entité Digital Service, donc justement sur le développement applicatif web, mobile et IT de façon générale. Et donc, sur tous ces éléments, on est ensuite reconnu par différents organismes pour lesquels on donne de l'information. Celui qui est le plus utilisé dans le domaine B2B, c'est EcoVadis. Donc, on a un score Platinum aujourd'hui. On vient de démarrer l'évaluation 2024. On aura les résultats d'ici la fin de l'année. On espère pouvoir maintenir notre positionnement sur EcoVadis. On a également un positionnement là qui est au niveau d'Orange sur le Carbon Disclosure Project, CDP. On a A-. On a aussi, il y a quelques mois, obtenu la certification Terra Carta, qui est un organisme anglais qui récompense les meilleures performances en termes de sustainability. Et après, on a tout un ensemble, là que vous voyez les noms sur différents sujets. C'est important d'avoir ces labels. Ça prouve que ce qu'on fait est documenté, reconnu et validé. Tout à l'heure aussi, je parlais d'empreinte carbone de nos produits et services. Pareil, on va engager, quand on aura des modèles d'empreinte carbone, on va engager des audits et des certifications de façon à ce que ce qu'on donne comme information soit validé. On l'a fait notamment sur l'offre Circular Mobility qui a été lancée il y a quelques mois. C'est une offre sur les flottes de mobiles qui comprend différents modules. Donc, il y a sélection des terminaux les plus performants en termes d'émissions carbone. Il y a les modèles de forfait data mutualisé et piloté, maîtrisé pour ne pas partir dans de l'illimité pour tous les utilisateurs. Il y a des modèles de leasing qui permettent aussi de conserver trace de tous les équipements et d'être sûr qu'on les récupère
quand ils ne sont plus valables et qui ne vont pas terminer dans des tiroirs chez les collaborateurs. Donc, tous ces éléments ont permis de définir une offre qui réduit de 42% l'émission carbone par rapport à un scénario référence 2022. Tout ça a été validé avec l'AFNOR récemment pour pouvoir justement donner des éléments concrets et validés sur l'évolution de nos offres. Merci Jérôme, c'est très enrichissant. Du coup, Emmanuel, toi qui es à la manœuvre sur tous ces sujets-là, ça veut dire pas mal d'audits, démarches qualité avec l'AFNOR, de rendez-vous réguliers, et également un dialogue partie prenante avec tous nos clients. Donc je te laisse enchaîner. Ouais, merci Thomas, tout à fait. Avant de regarder en détail le dialogue partie prenante, effectivement, on s'est focalisé côté DEF. Les objectifs qu'on a sont sur le programme donc de reprise des terminaux, de revente, de reconditionner. Et le fait de pouvoir parler à nos clients de nos offres de RSE, de parler RSE en interne. Donc ça, c'est notre booster RSE et nos objectifs pour le S2. Donc vous voyez notre roadmap qui tente, alors c'est très petit, mais j'espère que vous arrivez à lire plus que moi, qui tente de montrer quelles sont nos offres phares, les offres justement sur la RSE, donc Orange Lease, puisque ça permet de changer de business model. Dès qu'on fait du leasing, de la location, on n'est plus dans un business de propriété. Donc ça, c'est super important pour la RSE. On a tout ce qui est Smart Eco-énergie, sur lequel on met l'accent parce que c'est les économies d'énergie. Donc effectivement, l'énergie avec un facteur d'émission va donner plus ou moins selon les pays d'empreinte carbone, mais de toute façon, les économies d'énergie, c'est aussi un enjeu sur les ressources, sur l'énergie globale. Donc on a des solutions qui permettent à base d'objets connectés, donc d'IoT, ça permet de relever de la donnée et de donner des conseils. Donc ça marche soit en automatique, tout bête, si supérieur à 19 degrés ou inférieur à 26, enfin voilà, il va y avoir du chauffage ou de la clim ou inversement, et sinon non. Ou alors ça peut être beaucoup plus élaboré avec des solutions à base d'intelligence artificielle pour dire dans tel bâtiment où voilà ce qui risque de se passer. Donc on va pouvoir déjà commencer à baisser le chauffage ou la clim dans certains endroits. On a aussi dans les webinaires prévus Océan. Donc Océan, c'est une solution, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, je crois, mais c'est une solution qui permet d'avoir une carte SIM dans les véhicules, donc dans les flottes de voitures, de véhicules de service ou de véhicules utilitaires. Et ça permet évidemment d'optimiser les tournées, mais ça permet aussi de regarder tout ce qui est éco-conduite. Donc, il y a de récupérer de la donnée, puisqu'on sait que la partie transport est vraiment le numéro 1 au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on arrive à limiter les émissions de gaz à effet de serre du transport, c'est un point, c'est déjà des points de gagner. Nous avons des salons, donc Convergence où Orange sera présent, Green Tech Forum aussi, et on pourra vous présenter l'offre, notamment Circular Mobility dont Jérôme a parlé. Donc, comment est-ce qu'on a pu être labellisé par l'AFNOR avec le fait de reprendre le matériel, de la reprise, de la vente de reconditionné, de la vente de neuf aussi, mais avec des indices, des éco-indices de très élevés. Nous avons 2 hackathons sur lesquels je fais de la publicité, donc qui sont ouverts à tout le monde. Alors là, si on vous montre les hackathons qui sont en région parisienne, qui sont un sur la diversité, le 18 octobre à Bridge, donc au siège d'Arcueil, et puis un au siège d'Orange, et un à Arcueil au siège d'Orange France, le 15 novembre sur le sujet handicap.
Et puis, on a énormément d'ateliers qui sont toujours ouverts à tout le monde, que ce soit des fresques du climat, des fresques de la biodiversité, des fresques du futur. Ça, c'est un petit nouveau, mais ce qui nous permet après la fresque du climat, de nous projeter positivement. Des ateliers de zéro déchet, des ateliers économie d'eau, on a des ateliers numériques responsables aussi. Des ateliers de sobriété énergétique et puis des calculettes pour avoir un projet le plus responsable possible. Donc tout ça, c'est des ateliers que l'on fait en interne et en externe, et donc vous êtes vraiment tous les bienvenus pour participer. Et j'oubliais, fresques du reconditionné. Fresques du numérique, la plupart connaissent, mais fresques du reconditionné, c'est un petit nouveau. Alors, on va faire un petit focus très rapide parce qu'il est déjà 46 pour voir ça fait partie, en fait, tous les personnes qui font de la RSE commencent par faire des dialogues parties prenantes, c'est-à-dire qu'on va aller à la rencontre de toutes les personnes qui sont impactées ou qui impactent l'activité et leur poser la question sur quelles sont leurs visions et leurs attentes d'Orange en termes de RSE. Donc, on a envoyé un questionnaire qui était en digital. Et il y a eu aussi des interviews en one-to-one ou en groupe. Alors, tu peux avancer si tu veux. Donc, on a eu plus de 751 répondants en digital et avec des collaborateurs, 94 collaborateurs, et puis avec des ateliers internes, 66 collaborateurs. Donc, ça fait environ, je ne fais pas les calculs là, mais presque 1000, enfin un petit peu moins de 1000 personnes interviewées. Donc, on considère que que les résultats sont tout à fait valables. Ce qui est important, c'est qu'on a eu au niveau des clients à la moitié du marché E et du marché pro-PME. Donc, ce qui fait qu'on a des résultats qui sont qu'on va pouvoir comparer. Tu peux avancer si tu veux dans les slides. C'est toujours intéressant de voir le marché E, donc les clients avec un peu plus de salariés, au-dessus de 50 salariés. Donc, est-ce que vous avez une démarche RSE? Donc, sans surprise, les clients E sont plus matures que les clients RSE, mais c'est normal puisqu'il y a beaucoup plus de lois qui s'appliquent aux clients E. On a parlé de la CSRD tout à l'heure. C'est un exemple, mais généralement, il y a aussi des lois qui sont liées à la taille de l'entreprise. Et donc, il y en a beaucoup plus pour les plus grandes entreprises que pour les plus petites. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ait plus de démarches côté client du marché E. Tu peux avancer si tu veux. Donc, l'importance des enjeux du numérique. Donc là, vous avez directement une matrice de matérialité qui n'est pas une matrice de double matérialité. Ici, on va juste comparer dans cette matrice quels sont les sujets qui concernent le plus. Alors, les clients E et à droite, les clients pro-PME. Donc, en diagonale, ça montre que les clients, quand même, quelle que soit leur taille, sont assez alignés puisqu'ils sont les sujets sont proches de la diagonale. On voit que les deux sujets majeurs, c'est vraiment la cybersécurité, cité par 81% des répondants, et puis tout ce qui est privacy, donc ce qui va être lié à la sécurité des données, comme la GDPR par exemple, avec 68%. Les trois enjeux importants ensuite qui ressortent vont être la dématérialisation du papier avec un focus plus important sur le marché pro-PME, qui peut être plus en retard sur ces sujets-là, ce qui peut se comprendre. Hein, quand on est un petit artisan, on n'a pas forcément besoin au départ de tout dématérialiser. Mais ça s'accélère évidemment avec la loi de finances. L'optimisation des déplacements avec, là, cette fois-ci, un peu plus sur le marché des clients plus importants, le marché E, et la gestion durable des équipements sur le marché E. Ce qu'on voit, c'est que les sujets sociaux, donc en rose, sont un peu dépositionnés, on va dire, et que la partie environnementale qui prend une place assez importante, même si les enjeux les plus importants sont vraiment sur ce qu'on pourrait appeler le numérique de confiance, la cybersécurité et la privauté des données. Si on compare cette fois-ci en interne, quels sont les sujets qui arrivent? Donc, on a fait des interviews CODIR qu'on va voir
en bas avec les collaborateurs. Donc là, aussi un alignement à souligner, même s'il y a peut-être un peu plus de différence. Les deux sujets qui ressortent, donc la cybersécurité, la privauté des données, pareil, la privacy, l'optimisation des déplacements, la gestion durable des équipements et l'IT for Green, qui sont aussi pour les collaborateurs des sujets vraiment importants. Encore plus que pour le CODIR, pour ces sujets-là. Si tu peux avancer, si tu veux. Donc la question, c'était quels sont les sujets qui impactent le plus le monde professionnel. Donc en fait, on était les collaborateurs, le CODIR était à se poser la question par rapport au marché, par rapport à nos clients. Alors si on compare maintenant l'interne et l'externe, donc là c'est vraiment une matrice de matérialité simple en comparant ce que veulent nos clients et puis nous en interne, ce qui semble plus important. Donc on voit aussi qu'on est à peu près aligné, sauf sur le sujet de la dématérialisation papier, c'est-à-dire que c'est un sujet pour nos clients et on l'a vu encore plus pour les pro PME, donc les clients de taille moindre. Là, on n'est pas complètement aligné. C'était pas un sujet qui était ressorti en interne, que ce soit collaborateur ou CODIR. Tu peux avancer, Thomas, si tu veux. Donc, ce dialogue partie prenante, on l'a fait avec le cabinet Altermondo, avec qui Orange travaille depuis de nombreuses années. Donc, au niveau des leviers prioritaires, Thomas, j'ai besoin que tu passes au slide d'après, parce que là, on est bloqué. Merci. Donc, pour les clients, les 3 leviers prioritaires pour Orange sont… Alors là, la question, c'était, en gros, si vous aviez les clés, le budget notamment d'Orange, où est-ce que vous mettriez les sous? Quelles sont les priorités? Où est-ce qu'on doit travailler? Donc, les clients nous disent… Vous devez continuer à travailler sur la couverture, la qualité du réseau. Et ce qui est assez étonnant, c'est l'adaptation au changement climatique qui est vraiment ressortie. Et la relation client responsable aussi. L'adaptation au changement climatique, on s'y attendait pas tant que ça. C'est-à-dire que ce que vous nous demandez, c'est vraiment Orange, et vous devez être un opérateur résilient. Vous devez être suffisamment sérieux dans vos investissements pour voir avec toutes les catastrophes climatiques qui vont arriver. Prouvez-nous que vous êtes là, que ça va pas sauter, que ça va pas casser, que ça va continuer de marcher. Donc, il faut vraiment que vous soyez là parce que nous, on a besoin du réseau. Donc ça, c'était vraiment, pour moi, en tout cas, le point le plus important qui est ressorti. La relation client responsable, c'est aussi un point évidemment, vu du client qui est toujours peut-être plus mis en avant que ce qu'on aurait pu voir de l'interne. Je ne sais plus si tu as la vision collaborateur après. Ouais, je pense que tu l'as, donc on va pouvoir regarder. Je vais te demander d'accélérer un petit peu aussi parce qu'on faut que tu passes ouais. Et donc sur l'interne, on retrouve la couverture et la qualité du réseau, la relation client responsable et puis l'adaptation au changement climatique. Donc tu peux passer si tu veux, Thomas. Donc en conclusion, ce qui est important de voir, c'est que Orange est attendu sur 2 des 4 priorités numériques et puis ESG des clients, donc c'est considéré comme bien, avec la cybersécurité qui est restée quand même à conquérir. Les offres cybersécurité sont davantage connues sur le marché que sur le marché pro-PME, donc ça c'est aussi important de savoir ça, même si elles sont quand même bien connues. Mais les autres offres dont on a pu, que Jérôme vous a montré tout à l'heure, qui étaient à la droite du slide, donc ce qu'on pourrait appeler les offres green, même si c'est pas vraiment ça, ou les offres d'inclusion numérique, les offres d'ateliers, de webinaires qu'on fait, de hackathons sont encore pas vraiment connues.
Les clients et Orange, donc l'interne et l'externe, on est alignés sur les leviers de transformation, comme on a vu, la qualité, la couverture du réseau, la relation client responsable et l'adaptation au changement climatique. Donc là où on pourrait se démarquer, c'est sur toute la partie inclusion numérique, les qualités numériques. Et comme on parlait tout à l'heure de CSRD et des data points, suite à la matrice de double matérialité, donc double matérialité, ça veut dire qu'on va regarder comment est-ce que nous, on impacte l'environnement, mais aussi comment l'environnement, y compris l'environnement, pas seulement la partie, on va dire, environnementale, climat ou ressources, mais ça peut être aussi toutes nos parties prenantes, nous impactent. Donc, c'est vraiment ça qu'on regarde sur une double matérialité. Donc, sur la CSRD, c'est vrai qu'on a pris beaucoup de points qui étaient liés à des sujets autres qu'environnementaux, donc l'inclusion numérique, l'égalité numérique. Donc, c'est peut-être des sujets d'avenir qui ne sont pas encore complètement pris dans les plans RSE, qui se focusent encore beaucoup sur les points carbone. Si tu veux avancer. Merci Emmanuel. Ouais, merci Emmanuel. Je pense qu'on peut conclure là, il reste 4 minutes, on va conclure. Enfin, voilà. On a une question de Bernard Emmanuel. A-t-on une idée précise du nombre ou de la proportion de contrats gagnés par DEF pour lesquels la RSE a un critère décisif? Alors, est-ce que la RSE prend de plus en plus de place et quel volume Alors, le nombre Moi, je où il y pense a, à des points décisifs, c'est-à-dire que si on avait été mauvais en RSE, on n'aurait pas gagné. C'est pas évident de savoir parce qu'on a toujours des très bonnes notes en RSE. Donc, ça, c'est une de nos fiertés. Il y a eu 2 contrats sur lesquels la RSE, on est sûr qu'elle a fait la différence parce qu'on avait une note particulièrement élevée, hein, notamment un contrat avec l'ENAC où on était noté sur 60 points sur 100. Donc, la partie technique était seulement, technique et prix de 40. Et donc là, on a eu 60 points sur 60. Donc ça, c'est sûr. On avait gagné aussi la ville de Rennes parce qu'on a été meilleur en RSE alors qu'on était moins bon en prix il y a quelques années aussi. Ensuite, la RSE, c'est pas juste la réponse à appel d'offres, c'est aussi toute l'approche client, le fait d'en discuter. Moi, je sais que notamment avec un client qui fait tout l'été bio nature, le client, on avait fait un dialogue justement partie prenante avec eux en 2014, donc c'était il y a 10 ans. Et quand on a gagné à nouveau ce contrat, en fait, les clients nous ont dit, on vous a choisi parce que on sait que vous travaillez sur la RSE et vous nous l'avez prouvé parce que vous étiez venus nous rencontrer et nous parler de RSE. Donc c'est pour ça que qu'on a confiance en vous. Donc voilà, c'est des sujets de long terme. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas du tout évident hein, quand on parle de récupérer 90% du matériel fixe. C'est énormément de travail. Tous les process dans l'industrie, dans la distribution, quel que soit d'objets, sont faits pour inonder, on va dire, le marché d'objets, mais jamais pour reprendre. Donc ça, c'est très très difficile de reprendre. Les infos sur les hackathons, j'espère que tu as mis les. Ouais, Thomas, tu as mis les. Alors, en fait, ça, oui, j'ai mis les liens et puis je vous renverrai cet après-midi aussi bien le support que le replay sur YouTube et les liens des différentes étapes et des événements. On a beaucoup d'événements, mais en résumé, pour nos participants, pour notre public, Jérôme, Emmanuel, est-ce qu'on peut dire que, pour résumer, on a un gros enjeu sur la reprise, de reconditionner, le recyclage, également la CSRD, le rapport extra-financier qui va arriver, et le CO2 et le sociétal, enfin l'inclusion. Exactement. Et le sociétal, notamment la partie clause sociale. On n'embauche pas assez de personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc ça, c'est très important parce que c'est aussi notre engagement côté Orange. Donc on a énormément d'achats dans des secteurs protégés, plus de 18 millions par an. Donc on est vraiment, par rapport aux autres entreprises aussi, tout en haut des efforts sur la partie achat. Mais donc au quotidien, on a beaucoup de sujets sur l'inclusion numérique, sur la confiance numérique, sur l'égalité numérique, sur l'inclusion tout court, sur lesquels on peut
on peut encore nous améliorer. Et donc, on a besoin de vous. Venez participer à nos hackathons. Je suis super contente qu'il y ait la question pour avoir les invitations. Et donc, vous êtes vraiment les bienvenus. Et c'est des hackathons totalement inclusifs. Hein. Donc, venez comme vous êtes, quel que soit votre, voilà, vous pouvez être étudiant, vous pouvez être très jeune, vous pouvez être très âgé, vous pouvez être au chômage, tout nous va. Vous venez comme vous êtes. C'est vraiment super important, tous ensemble, de pouvoir créer la société de demain. Du coup, Emmanuel, on arrive à la fin de ce webinaire et de l'heure induite. Juste une phrase pour dire, par rapport à cette feuille de route, Emmanuel et Jérôme, je serais content ou contente si, en 2025, Ah bah alors moi je par serais rapport à contente cette... si on a tenu nos engagements. On a des engagements qui sont extrêmement ambitieux en termes de RSE côté Orange et donc le fait de les tenir, ça sera super chouette. Et Jérôme? Ben moi, je dirais que ce serait super si on avait, alors je pense qu'on l'a déjà aujourd'hui, mais j'ai vu sur certains points, peut-être pas encore, une bonne compréhension et visibilité de ce qu'on fait par l'ensemble de nos parties prenantes et notamment nos clients pour être sûr qu'on est sur les bons sujets, voir s'il en manque d'ailleurs, et pouvoir adapter. Donc d'avoir une interaction sur c'est perçu, c'est connu ou c'est pas connu et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer encore. Ce sera le mot de la fin. Merci Jérôme, merci Emmanuel, merci à toutes et à tous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures RSEDEF et belle journée. Merci, à bientôt Thomas, Merci, à bonne bientôt journée. Jérôme. Merci à tous.